Parlons maintenant de la gestion du risque dans les institutions financières et dans l'économie en général au niveau des marchés financiers. Donc, les politiques prudentielles, donc les politiques prudentielles ou macro-prudentielles, dans la plupart des pays industrialisés, ont pris un tournant pour le mieux, je dirais, depuis 2008 en particulier. Donc, les politiques prudentielles, il s'agit d'éviter, donc, bon, ça a plusieurs facettes, mais en gros, il s'agit d'éviter qu'un choc dans les marchés financiers, donc il y a un choc ici dans les marchés financiers, dégénère en crise économique et financière généralisée. Et donc, on ne peut pas nécessairement, bon, oui, on peut essayer d'éviter que des chocs arrivent, mais des fois, on ne peut pas complètement, évidemment. Donc, le choc, on veut mettre des espèces de, comment dire, d'amortisseurs ici et d'amortisseurs ici entre les marchés financiers et l'économie réelle, donc le marché du travail, la production, ainsi de suite. OK? Et donc, donc il y a plusieurs choses dans les politiques prudentielles, c'est la concentration du risque. Concentration du risque. Donc, éviter que les grandes institutions financières concentrent trop le risque. Okay, donc, concentration du risque. Le levier financier, donc prêter seulement dans une région, prêter seulement à des ménages dans un secteur d'activité. Bon, ce genre de concentration très spécifique. Placer tous ces fonds dans les marchés émergents. Le levier financier, donc le levier financier, plus il est élevé, plus c'est profitable, mais plus ça peut poser des problèmes. Le coussin de capital, donc on veut qu'il soit assez confortable pour éviter que le capital devienne négatif face à un choc. Okay? Et on veut éviter les problèmes de comportement qui viennent avec l'aléa moral et la sélection adverse. Et donc ça, c'est généré généralement par les problèmes d'information. Donc, sélection adverse et aléa moral. Okay? Donc, ces deux types de problèmes-là, on essaie de les éviter en changeant la réglementation et les lois sur les incitations, les incitatifs là, de comportement dans les grandes institutions financières. Et donc, les politiques prudentielles, il y a plusieurs éléments. Ceux-là en sont. Okay? Ensuite, il y a évidemment les interventions des autorités fédérales. Donc, si on voit l'émergence de risques trop importants, certains pays, donc là, ça varie par pays, vont avoir un processus d'escalade, si on veut. Donc, on remarque que telle institution financière est en difficulté potentielle. On va la mettre sous surveillance. On va resserrer les critères de gestion. On peut même la mettre sous tutelle. Et plus les autorités fédérales peuvent coordonner entre la Banque centrale, le gouvernement, les autorités là, de la fonction publique, ceux qui font la surveillance des marchés financiers en général, tout ça, donc l'assurance dépôt, ainsi de suite. Donc, plus eux peuvent coordonner leurs efforts et se parler, plus l'ensemble des politiques prudentielles seront harmonisées et fonctionnelles. Okay? Et donc, il y a des systèmes qui fonctionnent par des espèces de bulletins là, sur 100. Donc, par exemple, au Canada, il y a le système CAMELS où on donne une note sur 100. Et si on voit la note se dégrader, donc genre 90 sur 100, 85 sur 100, 80 sur 100, 70 sur 100, et ainsi de suite, pendant des trimestres ou des années, là, bien, tranquillement, là, la surveillance va devenir de plus en plus serrée. On va essayer de faire un suivi plus serré de cette institution financière-là pour éviter qu'elle coule toute l'économie. Alors ça nous amène évidemment au problème fondamental du too big to fail ou too complex to fail, ou ainsi de suite. Donc, vous avez des institutions financières qui sont très grosses, très importantes, très interconnectées entre elles avec le reste de l'économie. Et si elles coulent, en gros, elles amènent toute l'économie avec elles. Et donc, pour éviter que des situations comme celle-là dégénèrent, donc, on va mettre en place des règles plus strictes pour les grosses institutions financières de ce genre-là, pour éviter qu'elles entraînent toute l'économie avec elles, puis forcent les autorités fédérales à la sauver, si on veut, qui peut être des programmes de sauvetage parfois très coûteux.
OK? Et donc, ça, c'est toute la gamme là, de surveillance par les politiques macro-prudentielles. On évite le gonflement du crédit aussi. Et justement, parlons un peu de bulles et de crédit. Okay? Donc, la bulle de prix d'actifs, le concept de bulle. Okay? Le concept de bulle. Bon, alors, déjà, c'est très difficile à définir une bulle. Je ne sais même pas trop comment définir une bulle. L'idée générale d'une bulle, l'idée intuitive d'une bulle, ce serait très simple. On a un prix d'un actif ou une quantité de crédit, ça pourrait être une quantité de crédit aussi, à travers le temps, et le prix se met à augmenter là, de façon, très élevée, très, très forte. Le taux de croissance est très fort. Alors, le problème avec les bulles, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si c'est une bulle. Par exemple, regardons le graphique qu'il y a ici. Rendu à ce point-ci, on dirait visuellement là, que d'ici à là, il y a eu un gonflement excessif du prix. Disons qu'il y a plusieurs années qui ne se sont pas écoulées. Là. Mais comment on sait qu'à partir d'ici, le prix ne va pas aller 10 fois ça? Et donc, ce niveau de prix-là serait finalement bas lorsqu'on va être rendu dans quelques années, puis on va voir ce niveau de prix-là qui a l'air élevé en ce moment. Peut-être qu'il finalement, il va être considéré très bas parce que ça va avoir augmenté 10 fois ça. Alors, connaître qu'on est dans une bulle pendant qu'on est dedans, c'est presque impossible, en fait. Donc ça, c'est le premier problème relié aux bulles. On sait qu'il y a eu une bulle lorsqu'elle pète, comme on dit, lorsqu'elle éclate. Donc là, plusieurs années après, donc là, les prix baissent et on dit « Ah, rendu ici, on est ici, on regarde en arrière et on dit « Ah, c'était évident qu'il y avait une bulle rendue ici. » Mais ce n'était pas si évident que ça, dans ce sens qu'on ne savait pas si le potentiel haussier était encore très élevé. C'est très difficile à évaluer, ça. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que généralement, les bulles de crédit ou de prix, les prix d'immobilier, prix des actifs financiers, qu'est-ce qui éclate une bulle? Il y a trois familles. Les paniques en général, donc par exemple une guerre, des stress géopolitiques, ce genre de trucs-là, peuvent péter des bulles parce que les gens fuient tout ce qui est risqué et vont aller se réfugier dans le marché monétaire. Deux, les lois, la réglementation, donc les règles, okay? Donc les règles d'octroi de crédit, les règles d'accessibilité à la propriété, ainsi de suite, donc toutes sortes de choses comme ça, donc d'octroi de crédit. Donc les lois qui surveillent et encadrent les marchés financiers. Et troisièmement, et surtout en passant, c'est surtout celui-là, c'est les taux d'intérêt et la politique monétaire. Okay, donc la politique monétaire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a inflation, et c'est très important de le dire, lorsqu'il y a inflation, alors la Banque centrale se met à resserrer sa politique monétaire, c'est-à-dire qu'elle augmente ses taux d'intérêt, ce qui, généralement, fait éclater les bulles. Donc, baisse de prix des actifs, baisse de crédit aussi, ainsi de suite. Et là, il y a les dynamiques d'éclatement des bulles. Okay? Donc, autrement dit, là où je veux en venir, c'est que sans inflation, donc si l'inflation est normale, autour de la cible, bien, il y a rarement un resserrement monétaire important, ce qui veut dire que les bulles, s'il y en a, encore une fois, c'est très difficile de savoir s'il y en a, mais s'il y en a, bien, elles ne vont pas éclater. Et donc, à moins que ces deux trucs-là embarquent, là, alors cette troisième-là, c'est généralement la chose qui fait éclater les bulles. Et donc, s'il y a une bulle en ce moment, ou peu importe, là, ailleurs, alors on ne verra pas qu'elle existait jusqu'à temps qu'il y ait un resserrement monétaire. Okay? Donc, une politique monétaire restrictive. Alors, c'est le problème, et c'est même un débat dans les sphères monétaires, les banques centrales, là, elles se disent, est-ce qu'on doit se préoccuper des bulles de crédit, les bulles de prix dans les marchés financiers? Okay? Est-ce que la politique monétaire, est-ce que les banques centrales doivent se préoccuper des bulles? Si oui, l'idée serait d'augmenter les taux d'intérêt avant même
de savoir si c'est une bulle pour prévenir le gonflement d'une bulle potentielle. Alors, c'est agir avant les faits, avant le fait. Le problème revient à ce que je disais, c'est qu'on ne sait pas s'il y avait une bulle. Parce qu'une hausse de prix ne veut pas dire nécessairement une bulle. Ça peut juste être une hausse de prix. Alors ça, c'est différent, là. Donc, les banques centrales sont très réticentes à intervenir au niveau des bulles parce que s'il n'y a pas d'inflation, pourquoi engendrer un resserrement monétaire alors que tout va bien dans le reste de l'économie en général? Et donc, le resserrement monétaire, qui serait seulement pour faire éclater une bulle, causerait une récession par la suite. Alors, les banques centrales sont très réticentes de faire ça à l'avance. C'est pour ça que les banques centrales, ils disent généralement au gouvernement, si vous voulez qu'il n'y ait pas de bulle, occupez-vous-en. Donc, réglementation, loi, contrôle, etc., bon, toutes sortes de trucs, là, pour éviter le gonflement des bulles. Mais sinon, nous, notre truc, c'est de contrôler l'inflation et de préserver le plein emploi le plus possible. Okay? Donc, en gros, c'est ça l'idée des politiques prudentielles, bulles, politique monétaire.